Salut à tous! On plonge direct dans notre décryptage du jour. Aujourd'hui, on explore un véritable tir à la corde physiologique, une lutte ultra précise qui se joue à l'intérieur même de notre corps. D'un côté, on a les molécules qui stimulent le système nerveux et de l'autre, celles qui freinent tout. C'est un équilibre super délicat entre deux familles au nom un peu barbare, les parasympathomimétiques et les parasympatholytiques. Allez, c'est parti pour une plongée au cœur de nos cellules. Au menu de cette explication, 1. Mimer le système parasympathique. 2. La guérison et la guerre chimique. 3. Bloquer le système parasympathique. Et on finira avec un grand 4, les poisons, champignons et antidotes. Section 1. Mimer le système parasympathique. Alors, les parasympathomimétiques, pour faire simple, ce sont littéralement des imitateurs. Ils miment l'action d'un messager chimique essentiel, l'acétylcholine. En gros, ils reproduisent les signaux naturels de repos et de digestion du corps, un peu comme si on stimulait le nerf vague. Ils ciblent spécifiquement les récepteurs muscariniques et nicotiniques. C'est comme, disons, avoir le double des clés d'une voiture. Ces médicaments ont le pouvoir de démarrer le moteur parasympathique exactement comme notre propre corps le ferait de lui-même. Et la stratégie qu'ils utilisent est franchement fascinante. Il y a 2 grandes routes pour y arriver. D'abord, l'action directe. Là, le médicament vient s'installer lui-même sur le récepteur, paf, comme une clé dans une serrure, et ça déclenche l'action. Ensuite, on a l'action indirecte. Et là, c'est malin. Le médicament ne touche même pas au récepteur. Non, il va plutôt neutraliser l'enzyme chargée de nettoyer l'acétylcholine. L'acétylcholinestérase. C'est brillant quand on y pense. En bloquant le nettoyage, l'acétylcholine naturelle s'accumule et fait son boulot beaucoup plus longtemps. Voyons comment ça se passe concrètement, étape par étape, parce que c'est une sacrée mécanique. C'est un processus en 4 temps qui illustre bien la magie de l'action indirecte. Étape 1, on inhibe l'enzyme nettoyeuse. Étape 2, ça bloque l'hydrolyse, c'est-à-dire la destruction de l'acétylcholine. Étape 3, boum, l'acétylcholine produite par le corps s'accumule en masse. Et finalement, l'étape 4, on obtient une stimulation prolongée et super puissante des récepteurs. C'est une vraie réaction en chaîne, redoutable d'efficacité. Mais bon, tout ça n'est pas que de la théorie. Ces imitateurs ont des applications cliniques héroïques. Ils sauvent des vies au quotidien. Prenez la pilocarpine par exemple. En stimulant les récepteurs de l'œil, elle fait chuter la pression oculaire. C'est absolument vital pour traiter un glaucome. Ensuite, on a le bétanécol qui, lui, relance la motilité des intestins quand il y a un iléus paralytique. Et pour finir, l'hydrophonium. Son action est tellement rapide qu'on l'utilise comme test des diagnostics flash pour la myasthénie grave, une maladie où les muscles s'épuisent. On l'injecte et si la force revient dans les minutes qui suivent, bingo, le diagnostic est posé. C'est quand même de la belle médecine, non ? Section 2. Guérison et guerre chimique. Ce chiffre, 10 000, il ancre notre science dans une réalité assez tragique. En 1959, l'accident de Meknès, au Maroc, a profondément marqué les esprits. 10 000 personnes ont ingéré, sans s'en rendre compte, une huile alimentaire frelatée. Elle contenait une huile lubrifiante toxique avec des anticholinestérasiques dits irréversibles. Et là, c'est le drame. Le corps a été poussé dans un état de surstimulation permanent. Ça a causé des paralysies sévères et des dégâts neurologiques. Il a fallu plus de 2 ans de récupération hyper lente pour les victimes. Quand on a une intoxication avec ces agents irréversibles, qu'il s'agisse de simples insecticides organophosphorés ou carrément de gaz de combat neurotoxiques comme le sarin ou le somane, le corps perd totalement le contrôle. L'acronyme SLU2GE résume bien ce cauchemar absolu. Le système repos et digestion s'emballe violemment. Salivation extrême, larmoiement incontrôlable, urination, défécation, crampes gastro-intestinales hyper douloureuses et émèse, c'est-à-dire des vomissements continus. En fait, le corps se vide littéralement et suffoque sous l'excès de ses propres fluides. Alors, face à une crise pareille, on fait quoi ? Que se passe-t-il quand le système nerveux est complètement noyé sous l'acétylcholine et qu'il faut à tout prix bloquer activement le signal ? Eh bien, il faut inverser la balance moléculaire. Section 3. Bloquer le système parasympathique. Et ça nous amène à une petite histoire fascinante sur les origines de la pharmacologie. Regardez cette citation, elle parle du médicament prototype de cette classe, l'atropine. Elle est extraite de la plante Atropa belladonna. À l'époque de la Rome antique, on utilisait le jus de ses baies pour dilater les pupilles. Pourquoi ? Eh bien à des fins purement esthétiques, pour avoir un regard plus profond et devenir une belladonna, une belle dame. Au-delà de l'anecdote un peu folle, c'est l'illustration parfaite de l'effet bloqueur en action. En coupant le signal de contraction, la pupille s'ouvre en grand.
Techniquement, ces bloqueurs, on les appelle des parasympatholytiques ou antimuscariniques. Ils agissent comme des antagonistes compétitifs réversibles. C'est exactement comme le célèbre jeu des chaises musicales. Ces médicaments viennent s'asseoir à la place de l'acétylcholine sur les récepteurs et ils refusent de bouger. L'acétylcholine est toujours là, dans le coin, mais elle ne peut plus s'asseoir ni transmettre son message de stimulation. Le signal est purement et simplement coupé. Et l'utilité thérapeutique de ce blocage est gigantesque. Prenez la maladie de Parkinson qui implique justement une suractivité cholinergique, eh bien la benzatropine vient offrir un soulagement neurologique crucial en bloquant ce surplus. Dans les poumons, c'est l'ipratropium qui bloque les signaux de contraction pour dilater les bronches des patients asthmatiques ou atteints de BPCO. Et puis, en ophtalmologie, on utilise le cyclopentolate pour dilater la pupille de façon super contrôlée, histoire de faire des examens du fond d'œil hyper précis. Donc oui, le blocage est tout aussi thérapeutique que la stimulation. Mais attention, il y a de vrais dangers inhérents à ce mécanisme. Bloquer les flux naturels, ça a forcément des conséquences, d'où l'existence de contre-indications absolues. Par exemple, bloquer la contraction dans l'œil, ça peut déclencher un glaucome à angle fermé et rendre aveugle, c'est pas rien. Pareil, si on freine le système de digestion et évacuation, on aggrave dangereusement la rétention urinaire, surtout chez les hommes âgés avec des soucis de prostate. Sans compter que ça peut empirer les ulcères gastriques en ralentissant la vidange de l'estomac. La précision est absolument primordiale ici. Section 4. Poisons, champignons et antidotes. Alors, que se passe-t-il si on prend trop d'atropine, notre fameux bloqueur? Le petit moyen mnémotechnique Seco-Midi-Tachi résume bien le tableau. Un surdosage va provoquer une sécheresse extrême de la bouche, une mydriase totale avec des pupilles béantes, une tachycardie hyper dangereuse où le cœur s'emballe, et au niveau du cerveau, des hallucinations. En gros, le corps est plongé dans un désert total et une hyperactivité chaotique. Et c'est là qu'on assiste à la sublime symétrie de la pharmacologie. Comment on sauve quelqu'un intoxiqué par un bloqueur comme l'atropine? En utilisant un médicament de notre toute première catégorie, un imitateur à action indirecte, la physiostigmine. En empêchant la destruction de l'acétylcholine, la physiostigmine lui permet de s'accumuler en masse, jusqu'à chasser l'atropine de sa chaise et reprendre le contrôle des récepteurs. C'est fou, non? Le poison de la deuxième partie trouve son antidote direct dans la première. Voyons comment cette guerre de récepteurs se passe dans la nature, avec les fameux empoisonnements aux champignons. Le contraste ici est une question de vie ou de mort. D'un côté, l'Amanita muscaria. Elle provoque une intoxication ultra rapide en stimulant massivement les récepteurs. C'est terrifiant sur le moment, mais l'atropine marche du tonnerre comme antidote pour bloquer tout ça. Par contre, la Manita phalloïde, c'est un tueur silencieux. Sa toxicité est différée, genre 6 à 12 heures. Et là, l'atropine ne sert strictement à rien, parce que le poison ne vise pas les récepteurs cholinergiques, il provoque carrément une nécrose des cellules du foie. On parle d'une destruction cellulaire irréversible, pas juste d'un déséquilibre de récepteurs. Pour conclure ce décryptage, une question s'impose. À quel moment moléculaire précis un remède salvateur devient-il un poison mortel? La frontière entre la guérison, comme retrouver son souffle grâce à un bronchodilatateur, et un cauchemar toxique est incroyablement mince. Tout repose sur une petite danse d'une précision microscopique avec les récepteurs de notre système nerveux. Une dose un peu trop forte, un mécanisme différent ou un autre site de liaison, et le miracle médical devient mortel. C'est à la fois toute la beauté et l'immense danger de l'équilibre moléculaire. Allez, merci d'avoir suivi cette analyse complexe avec nous et surtout, restez curieux.